Bonjour à tous. Là, on va voir un article scientifique autour de l'électroculture. Comment un champ magnétique statique peut avoir une influence sur la germination et la croissance des plantes. Donc là, c'est un article sur la stimulation de la germination de soja et de maïs avec un champ magnétique statique. Donc, on va voir tout ça tout de suite. Voilà, donc on va explorer un article scientifique un peu pris au hasard. Vraiment, je l'ai pris vraiment au hasard dans ma base de données. Il y en a des centaines comme ça. Hein, donc, ça répond déjà à la question, est-ce qu'il y a des articles scientifiques sur l'électroculture? Ben oui, regardez, ça en est un parmi d'autres. Le domaine de l'électroculture, c'est un vaste domaine autour de tout ce qui est influence de l'électricité, du magnétisme, des champs électromagnétiques sur les plantes et comment en faire bon usage pour l'agriculture et son jardin aussi, même de la même occasion. Donc, on va regarder ça. Et avant ça, un tout petit générique pour entrer dans la concentration du sujet. Donc voilà, on est de retour. Donc là, je vais vous montrer donc ce sujet. Donc voilà un article scientifique des années. Donc là, on voit un 14. Donc ça a été accepté le 14 février 2017. Ah, c'est marrant, j'ai même pas fait attention, mais c'est la Saint-Valentin, soi-disant. Donc l'amour s'en mêle. Donc du 14 février 2017. Ah, donc, je pense que c'était l'année des Gilets jaunes, non? Ou c'était 2018, je ne sais pas. N'importe, voilà. Donc, c'est un article scientifique en anglais, hein, comme la plupart des articles scientifiques. Il y a quand même assez peu en français, surtout sur ces sujets-là. Hein. Donc là, c'est par exemple un article qui a été fait en Inde. Hein. Donc, en Inde, c'est aussi assez intéressant de constater, c'est que dans ces pays-là, comme l'Inde, la Malaisie, l'Indonésie, c'est des très grands pays, ben, il y a beaucoup plus d'articles sur ces sujets hein, qu'en France, il y a assez peu. En France, on se base encore beaucoup sur la recherche qui a été faite il y a un siècle. Donc, c'est quand même triste de constater que la France était pionnière dans le monde sur ces sujets et que maintenant, elle est à la traîne. Alors, je parle au niveau institutionnel. Sinon, au niveau des pionniers indépendants entrepreneurial, ben là, on est en avance parce que moi, j'étais le premier en France et dans le monde à faire ma société d'électroculture début des années 2000. Donc, c'est quand même assez pionnier. Mais malheureusement, ça se développe moins en France. Hein. Ça se développe aussi très fort naturellement. J'ai plusieurs anciens stagiaires, comme par exemple Loïc, Andrea et d'autres qui font de l'électroculture, qui essayent de faire de la promotion, mais qui n'arrivent pas encore vraiment à en vivre, hein, à ce que j'en ai compris. Et ils font des travaux ailleurs aussi. Donc, mais disons que moi, j'étais un des premiers à vraiment en faire un métier et j'apprends aux autres aussi comment en faire leur métier. Hein. Donc, si vous voulez. Donc, là, regardez, on va revenir à cet article scientifique qui nous intéresse, là, parce que là, on va voir comment la recherche fondamentale peut se traduire après dans des applications pratique dans son jardin ou dans ses champs. Alors, c'est pour ça que j'ai fait des études d'ingénieur agronome. C'est bien pour voir comment on peut, on va dire, transformer ou pas transformer, c'est pas le beau mot, mais transférer la connaissance scientifique
dans des applications vraiment utiles pour les agriculteurs et nos jardiniers. Voilà, voilà. Donc là, on va lire le titre « Pre-treatment of seeds with static magnetic field improves germination and early growth characteristics under salt stress in maize and soybean ». Donc, le titre, si je traduis, c'est des traitements préliminaires des semences avec un champ magnétique statique pour améliorer la germination et la croissance ou le début de croissance et ou les caractéristiques de début de croissance des plants sous un stress de sel, d'excès de sel dans l'eau, par exemple. Donc, il y a beaucoup de sols dans le monde, des sols agricoles qui sont salins, on va dire, où il y a trop de sel, trop de concentration de sel. Ça peut venir de plusieurs raisons, mais on n'est pas tous dans le monde aussi bien munis comme en France, avec des sols, avec de l'eau douce. Non, il y a beaucoup de sols, surtout par exemple en Afrique du Nord, mais en Inde aussi, dans ces pays où il y a beaucoup de sécheresse, il y a souvent des sols avec des excès de sel. Et ça pose des gros problèmes sur la germination et la croissance des plantes, parce que ça fait un stress et ça freine, et ça empêche même la germination parfois, parce que ça a une certaine toxicité. Et là, on va voir qu'avec ce traitement magnétique, ils arrivent à compenser une partie de cette toxicité, à quand même améliorer la croissance et la germination malgré les sols salins. Donc ça, c'est très intéressant. Ouais. Mais même si le sol n'est pas salin, il y a quand même des meilleurs résultats aussi avec un champ magnétique. Après, ce n'est pas n'importe quel champ magnétique. Donc là, ça a été fait dans le School of Life Sciences, donc l'école des sciences du vivant, si on traduit. Donc, il y a même l'email de la chercheuse. Voilà. Après, si vous regardez dans les références scientifiques, ce n'est pas la science qui manque. Regardez là, voilà la page 20. C'est de la page 20, là, vous voyez, la référence. Donc là, on voit référence. À partir de là, vous avez donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, il y a 7 pages. Ouais, il y a 7 pages que de références scientifiques autour de ce sujet. Donc, ça vous dit, s'il y a peut-être 10, 20 articles par page, ça fait un paquet d'articles scientifiques sur le sujet. Donc, très intéressant. Et des articles récents en plus. C'est des articles scientifiques, genre des années 2000, 2010, 2017, 2020, 2023, 2000, voilà. Et l'année prochaine, on en aura 2024, 2025. Donc, ce n'est pas la recherche scientifique qui manque. Alors, qu'est-ce qu'attendent les institutions en France de faire des recherches là-dessus? Ça augmente facilement 10, 20, 30% les récoltes juste en faisant un traitement magnétique des semences. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Si vous faites déjà quelque chose ou si vous connaissez des chercheurs qui font des recherches sur ce sujet en France, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires et à me tenir au courant. Ça m'intéresse naturellement fortement. Est-ce qu'on peut leur donner la parole aussi et pour qu'ils partagent leurs recherches avec nous? Pour que ça reste pas juste dans les livres, dans les articles, mais que ça devient vraiment de la recherche qui est utilisée, qu'au moins leur travail nous est utile à tout le monde pour le bien commun. Voilà, donc là, il est écrit, donc c'est des... Je vais pas tout vous lire naturellement, parce qu'il y a 37 pages, mais je vais vous lire quelques passages intéressants. Donc, pour situer l'article, ils ont utilisé un champ magnétique statique, donc SMF qu'ils appellent ça,
un static magnetic field de 200 millitesla pendant 1 heure. Donc, 200 millitesla, ça correspond à 2000 Gauss. Et 2000 Gauss, donc c'est toujours bien de voir à quoi ça correspond dans la nature. Ben, dans la nature, sur Terre, on vit dans un champ magnétique d'un demi-Gauss, 0,5 Gauss. Et là, on a un champ magnétique donc de 200 millitesla, qui est 2000 Gauss, ça fait 4000 fois plus fort. Hein, donc, ça fait un champ magnétique 4000 fois plus fort que le champ magnétique naturel terrestre. Intéressant à savoir. Et là, donc, quand on va faire subir les semences ce champ magnétique pendant 1 heure, ben, cela va améliorer leurs caractéristiques de germination, hein, et de croissance. Donc, on va regarder ça plus en détail dans cet article scientifique. Donc, 2000 Gauss, ça correspond aussi à, par exemple, hein, je vous montre. Ah, excusez-moi, je vais mettre l'image un peu plus. Ça correspond aussi, par exemple, quand vous prenez un gros aimant en ferrite, hein, donc c'est les aimants noirs, là, ben ça fait environ, en général, 1500 Gauss, hein, qu'il soit petit ou qu'il soit grand. Ce n'est pas la grandeur qui joue. Le Gauss, c'est la concentration du champ magnétique. Ce n'est pas le kilo, par exemple. Avec un gros aimant, ben on pourra soulever beaucoup plus de kilos qu'avec un petit aimant, avec la même concentration magnétique en Gauss. Donc, vous voyez, ce n'est pas la force totale, mais c'est la concentration du champ magnétique. C'est un peu comme on pourrait dire une sorte de pression, une sorte c'est la concentration en champ magnétique. Ce qu'il y a, c'est que dans l'article scientifique que j'ai un peu lu, analysé, là, je viens de le lire, dans cet article scientifique, ils ne disent pas s'ils ont utilisé le pôle nord magnétique ou le pôle sud magnétique. Et ça, on sait que ça peut aussi avoir une influence différente sur la croissance des plantes. Mais là, ils ont utilisé 2 bobines pour faire ce champ magnétique avec un courant continu, et ils ont fait un champ magnétique statique. On va dire ils ont imité un champ magnétique d'un aimant, ils l'ont imité avec 2 bobines alimentées par du courant. Ce qui est finalement pas tout à fait pareil, hein, parce que il peut y avoir des caractéristiques du courant qu'on retrouve dans ce champ magnétique qu'il n'y a pas dans ça peut être des fréquences, des mini-vibrations parasites, on va dire, hein, qui peuvent influencer, qui peuvent être alors un paramètre différent comparé à un champ magnétique statique. Hein. Mais on va dire c'est ce qui se rapproche, c'est ce qu'ils ont voulu faire, c'est un champ magnétique statique, donc ça c'est un aimant. Ça n'a pas besoin d'être alimenté par du courant comme une bobine, et ça crée toujours un champ magnétique. Voilà. Que si on veut créer un champ magnétique, même puissance avec une bobine, il faut consommer de l'énergie. Et alors, on produit un champ magnétique, on produit une autre énergie qui est le champ magnétique. Là, un aimant, c'est de l'énergie pure, c'est de l'énergie libre là, qui génère il y en a des scientifiques où leurs cheveux vont s'hérisser. Hein. Chez moi, ça ne peut plus trop s'hérisser, il n'y en a plus beaucoup. Mais quand je dis champ d'énergie, champ à énergie libre et tout, c'est des choses qui peuvent en déranger certains. Mais ce n'est pas grave qu'ils soient dérangés s'ils veulent. Je les considère aussi un peu dérangés d'ailleurs. Et donc, voilà, donc un champ magnétique statique. Donc, si vous voulez reproduire cette expérience, vous pouvez prendre un simple gros aimant ou un aimant que vous trouvez dans des vieux haut-parleurs ou dans des machines ou dans des moteurs électriques. Vous pouvez trouver des aimants de différentes puissances. Hein. Voilà. Mais les Gauss, en fonction de la distance, les Gauss vont diminuer. Donc là,
On parle par exemple 1500 Gauss, mais vraiment contre l'aimant. Dès que vous êtes à 10 cm, il n'y a peut-être plus que 500 Gauss. Hein, et à 1 mètre, il n'y a plus rien, ou presque plus rien. Hein, donc, c'est pour vous dire, ça c'est aussi intéressant. Après le pôle nord, le pôle sud, ben, vous avez des petits aimants éducatifs, par exemple, où vous avez indiqué dessus le pôle sud et le pôle nord. Par exemple, là, en rouge, c'est toujours le pôle nord. Vous voyez, en rouge. Et le vert, là, ou parfois aussi en bleu, c'est le pôle sud. Et donc, les pôles similaires s'attirent et les pôles... Non, les pôles similaires se repoussent. Attention. Les pôles similaires identiques se repoussent et les pôles contraires s'attirent. Hein. Donc, c'est comme homme-femme, ça s'attire. Et homme-homme, normalement, ça se repousse. Ou femme-femme, ça dépend. C'est pour rire. Hein. Ah, mais aujourd'hui, le monde est complètement déglingué, dégénéré, donc il y a un peu de tout même. Mais là, dans la science, là, il n'y a pas de tout. C'est comme ça, c'est une règle, c'est scientifique, voilà, c'est un constat. Ça ne change pas. Hein, voilà, hein, c'est comme ça. Les pôles opposés s'attirent et les pôles identiques se repoussent. Voilà, c'est comme ça. Hein, c'est comme du Lego. Et donc là, vous voyez, là, le rouge est attiré par ce pôle, par ce côté-là. Donc, ça, c'est le nord magnétique. Donc là, c'est un sud magnétique. Et si j'essaye de mettre le sud contre, ben, ça va pas. Il est toujours repoussé. Vous voyez? Là, mais le rouge est attiré. Vous voyez? Là, il n'y a pas trop de champ magnétique, il n'est pas fort. Mais... Ah, voilà. Ah, il est un peu trop lourd pour rester collé. Ah, mais on voit, hein, voilà. Par exemple, là, ça, c'est le pôle nord magnétique. En général, ça, c'est pas écrit dans cet article scientifique, il y a d'autres articles là-dessus. Mais en général, le pôle nord aura un effet plutôt stimulant et le pôle sud plutôt inhibant. Intéressant. Donc, si vous faites l'expérience, utilisez le pôle nord. Ce sera mieux. Voilà, on revient maintenant à l'article scientifique. Hein, donc, ah oui, les petits aimants comme ça, avec pôle nord, pôle sud, j'en ai sur mon... Ah non, j'ai pas mis sur mon site, mais si vous voulez, je peux en mettre. C'est des petits aimants éducatifs. Et sinon, vous avez aussi des indicateurs de pôle comme ça. Hein, donc, que je livre souvent avec tous les aimants que je vends sur mon site internet. Vous trouvez des petits indicateurs de pôle. Hein, j'offre ça gratuitement avec les commandes. Où vous avez le pôle nord aussi indiqué en rouge. Et donc, c'est un petit aimant sur un axe et ça permet d'indiquer où est un pôle nord ou un pôle sud sur un aimant. Vous voyez, il est attiré. Par exemple, le bleu, là, attiré par le rouge. Vous voyez, parce que c'est complémentaire. Voilà. Donc, pour revenir à l'article, je vais essayer de ne pas trop parler d'autres sujets parce que sinon à minuit, on est encore là. Voilà. Donc, on va revenir à l'article. Donc là, ils ont mesuré le pourcentage de germination et ils ont fait ça à différentes concentrations de sel. Hein. Donc là, on voit chloride de sodium. Hein, donc natrium chloride, hein, chloride de sodium dans l'eau. Et ils ont fait ça à différentes concentrations de sel. Donc là, on va voir les effets donc, des concentrations de sel et les effets de ce champ magnétique. Hein, donc de ce pré-traitement des semences avec champ magnétique pendant 1 heure. Hein. Donc, ils ont aussi mesuré là certaines enzymes comme l'alpha-amylase et protéase, donc l'activité de l'alpha-amylase et protéase. Donc, ça, c'est pour voir, essayer de comprendre spécifiquement qu'est-ce qui se passe dans la semence. Hein. Donc, voilà, mais ça, c'est déjà un peu plus poussé. Nous, finalement, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que ça pousse mieux ou pas, hein, en gros.
Mais voilà, si on veut vraiment regarder plus en détail, ben, il parle des radicaux libres, il parle de la disponibilité en oxygène dans cet article aussi dans les semences, toutes sortes de paramètres qu'ils arrivent à mesurer dans un laboratoire. Donc là, il dit « Salt stress imposes a major environmental threat to agriculture. Therefore, the efforts to increase salt tolerance of croplands bear remarkable importance to sustainable agriculture on marginal lands and could potentially improve crop yield overall. Salinity leads to various metabolic disturbances, resulting in general suppression of seed germination, plant growth and yield. » Donc là, il dit que voilà, la salinité des sols a créé beaucoup de perturbations métaboliques et qui entraîne alors parfois carrément l'empêchement de la germination des graines ou la croissance et les récoltes. Hein. Donc ça peut vraiment nuire très fortement aux paramètres de croissance des plantes. Hein. Et donc ils essayent de trouver des solutions. Hein. Parce que le sel, on ne peut pas l'enlever comme ça. Si on peut l'enlever, mais alors, par exemple, une technique, c'est d'arroser avec de l'eau douce pour diluer et éroder, enlever le sel. Mais ça, comme c'est des terres secs, des terres où il y a un manque d'eau, ils n'ont pas des excès d'eau pour faire ça. Hein. Donc, à la limite, oui, quand il pleut, mais il ne pleut pas beaucoup. Donc, c'est un peu un gros problème dans l'agriculture, dans beaucoup de terrains. Même dans le sud de la France, hein, il y a des problèmes comme ça. Souvent dans les zones limites côtières, hein, donc, parce qu'il y a parfois des infiltrations d'eau de mer dans les eaux souterraines hein, qui sont utilisées pour l'irrigation. Et donc, ça peut arriver aussi. Donc là, il dit « Magnetic and electromagnetic treatments are being used in agriculture as a non-invasive technique to improve the germination of seeds and increase crop yields. » Donc là, il dit que les traitements magnétiques et électromagnétiques sont utilisés en agriculture comme une technique non invasive. Ben ouais, c'est ce que je dis depuis le début. L'électroculture, c'est très intéressant pour ça parce que c'est non invasif, c'est pas comme un OGM, c'est pas comme les produits chimiques qui laissent des résidus, qui peuvent modifier de façon négative aussi les cellules et les plantes. Là, on a vraiment un effet non invasif, hein, donc qui n'a pas ces dangers, ces effets secondaires. Donc, et qui peut quand même avoir une forte influence sur la germination et aussi augmenter les récoltes et sur l'augmentation des récoltes. Donc ça, c'est très intéressant. Il faut aussi vous dire que c'est une technique qui ne va pas changer les coûts fixes chez un agriculteur. Ça ne va pas lui coûter plus cher à produire parce qu'il utilise une technique de traitement magnétique de ses semences, parce que ça coûte presque rien. Des aimants, allez, ça coûte presque rien, on peut trouver ça en recyclage aussi, et ça va que augmenter ses récoltes, quand c'est bien utilisé de la bonne façon, naturellement. Hein. Ah, donc, si ça augmente la récolte de 5, 10, 20%, ça peut être justement les 5% de son bénéfice, qui font son bénéfice. Hein, parce que souvent, ils ont difficile à s'en sortir. Souvent, ce qu'ils vendent couvre à peine leurs coûts. Ben là, ça peut être 5-10% de plus qui fait que il s'en sort beaucoup mieux que d'autres. Et qu'au moins, il est rémunéré pour son travail. Parce que ça, c'est un gros problème aujourd'hui. Hein. Donc, il dit que des rapports précédents, previous reports summarized the beneficial effects observed on seedlings magnetically treated under different conditions,
which depend on the specific magnetic treatment applied, such as time of exposure, magnetic field strength, stationary or alternating frequency, and so on. So, là, il dit que il y a beaucoup de rapports précédents, de recherches précédentes, où... Attendez... Il y a beaucoup de rapports précédents où qui donnent des bons résultats avec des champs magnétiques, avec le traitement par champ magnétique des semences, mais que ça dépend de beaucoup de paramètres aussi. Par exemple, la durée d'exposition des semences au champ magnétique, la puissance, l'intensité du champ magnétique, le choix du champ magnétique. Est-ce que c'est un champ magnétique alterné ou un champ magnétique statique? Donc, un aimant, ça fait un champ magnétique statique, qui est toujours le même. Un champ magnétique alterné, c'est parfois qu'une bobine. Si on met un courant alterné, ben, ça fait un champ magnétique qui va switcher, qui va changer de polarité selon une certaine fréquence, selon un certain rythme. La fréquence du courant, par exemple, ça peut. Hein? Donc, un instant, un petit appel. Je ne sais pas si je peux mettre sur pause, je ne pense pas, un instant. Allô? Oui. Ah, j'arrive. Oui, j'arrive tout de suite. Oui, j'arrive. Ah, un instant. Est-ce que je peux mettre sur pause? Oh, je ne sais pas si je peux mettre sur pause. Désolé. On va essayer ça. Ben, j'arrive tout de suite, je reviens. Parce que là, je ne vois pas comment je mets sur pause. Donc, un instant, à tout de suite, dans 5 minutes. Et voilà, on est de retour. Donc, pendant ce temps-là, vous avez pu étudier l'article. Ah oui, encore une info. Si vous voulez retrouver ce genre d'article, ben, au début, regardez là. Hein, donc, je mettrai le lien dans les commentaires ou dans la description de la vidéo. Mais par exemple, au début, vous voyez, vous avez là le site internet, ou le lien, un lien, hein, et vous avez le titre. Vous allez alors dans une base de données d'articles scientifiques et vous le trouvez. Vous allez dans ce journal, Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, ça a été publié dans ce journal scientifique. Hein, donc,
Mais il y a des bases de données comme ResearchGate, Elsevier. Il y a différentes bases de données que les scientifiques utilisent pour chercher des articles scientifiques dans le monde. Après, il y a des articles, beaucoup sont payants maintenant. Donc, ça montre que la science n'est pas très démocratique, pas publique. Mais il y a quand même encore beaucoup d'articles gratuits, accessibles gratuitement. Donc, c'est tout à fait, on peut trouver assez facilement. Donc, tout ça, c'est des articles gratuits que je vous montre. Voilà. Donc, on continue là. On continue. Donc là, on était là. Voilà. Influence. Ah oui, il y a aussi l'influence sur l'inhibition. Seat inhibition more than relative. Ah oui, ça c'est intéressant. Il y a une phrase qui est vraiment intéressante. Il dit qu'une recherche scientifique de 2013 montre que l'orientation des semences et la puissance du champ magnétique avaient une seed orientation and SMF strength influence seed inhibition more than relative humidity and exposure time. Ouais, que l'orientation des semences et la puissance du champ magnétique influencent plus l'inhibition des semences, on va dire, que l'humidité relative et la durée d'exposition. Donc ça, c'est aussi très intéressant. Donc c'est que l'orientation des semences dans le champ magnétique peut être aussi très important. Vous voyez, si maintenant vous mettez vos semences bien alignées dans un champ magnétique sud-nord, ou dans tous les sens, ou à l'opposé, perpendiculaire, ça peut jouer, ou le champ magnétique inversé, donc que le sud-nord soit dans l'autre sens par rapport à l'alignement de la semence, tout ça peut jouer énormément. Et ça a été prouvé aussi, c'est que quand on met les semences bien nord-sud, ou même quand on sème dans un champ nord-sud, le taux de germination est meilleur en général et ça pousse mieux, meilleure récolte que dans d'autres directions. Donc voilà, c'est juste des connaissances. Mais si on ne les a pas, si on ne sait pas, alors on fait n'importe comment et après on se plaint qu'on n'a pas de bons résultats. Oui, parce que ce n'est pas nos institutions et les vendeurs de produits qui vont vous le raconter. C'est ça le problème. Ils ne font pas leur travail. Pas leur travail. Les institutions ne font pas leur travail. Parce que ce que moi je fais là, de vous commenter un article scientifique, ça, il devrait y avoir des professionnels qui font que ça. Pour vous transmettre les connaissances pratiques qui découlent de ces recherches scientifiques, qui sont souvent financées par nos impôts, par l'argent public, donc nos impôts, et après on n'en bénéficie pas parce que personne l'utilise. Donc ça, c'est vraiment dommage. Voilà. Donc là, pour revenir à l'électroculture appliquée, voilà, donc on a commenté cette phrase qui est très importante, très intéressante. Voilà, il dit aussi que les champs magnétiques protègent ou augmentent la résistance au stress de chaleur ou de sécheresse. Très important ça. MF protects plants from drought and heat stress. Et ce qu'il remarque, c'est que les plantes absorbent beaucoup plus vite l'eau, l'humidité, quand
quand l'eau a été magnétisée, a subi un champ magnétique, un statique, hein, je parle de nouveau. Donc ça, c'est très intéressant parce que dans les zones où il y a de la sécheresse, ils auront plus de résultats avec moins d'eau parce que la plante va absorber bien mieux l'eau. Les caractéristiques de l'eau changent avec le champ magnétique. Donc ça c'est aussi décrit dans l'article. J'ai tout un classeur de dizaines d'articles scientifiques parce que, comme vous savez, ceux qui me suivent depuis longtemps, entre 2001 et 2007, j'avais une entreprise Ecosonic SARL où je faisais principalement du traitement électromagnétique de l'eau d'irrigation et de l'eau de pulvérisation dans l'agriculture. C'est comme ça aussi que j'ai bien appris, exploré tous ces phénomènes des champs électromagnétiques sur l'eau, même la mémoire de l'eau, etc., et les applications de tout ça, parce que c'est vraiment très, très utile, très intéressant. C'est aussi une technique, on va dire, d'électroculture très pratique et issue de beaucoup de recherches scientifiques aussi. Donc, voilà, on va continuer. Donc là, ils ont fait un test sur le soybean, Glycine Max. Donc ça, c'est le soybean, le soya, le soja. Il ne faut pas en manger trop, sinon il y a aussi des hormones féminines ou très proches des hormones féminines. Donc quand un homme en mange trop, j'ai connu un ami comme ça qui recevait des fins de série de produits alimentaires au soja, et il en mangeait presque tous les jours. Je peux vous dire, ça influençait son corps. Je peux vous dire, il n'avait pas besoin d'hormones pour changer de genre. Mais voilà, c'est triste, mais c'est comme ça. Il faut faire attention à ce qu'on mange. Mais voilà, ça c'est un autre sujet. Donc là, is one of the important food crops in the world. Ah oui, donc le soja est très sensible à la salinité des sols. C'est pour ça que là, ils ont fait une expérience avec le champ magnétique. Et après, le maïs aussi est sensible, moins que le soja, à la salinité des sols, mais est aussi sensible. Donc ça, si on peut réduire la toxicité du sel ou les effets secondaires toxiques sur les plantes, ou les effets sur l'inhibition de la croissance, avec d'autres techniques, c'est naturellement le bienvenu. Donc, du coup, ils ont fait cette expérience avec ces 2000 gosses pendant 1 heure sur les semences. Donc, ils ont reproduit, on va dire quelque part, une expérience de Shin et al. De 2011, donc qui avait aussi fait une expérience avec exactement la même puissance magnétique. Donc, voilà, ils ont fait ça. Et donc, ils ont utilisé 2 bobines qu'ils ont mis à distance l'un de l'autre, et entre les deux, ils ont mis une fiole en plastique avec les graines dedans. Donc, imaginez, vous avez là, ça c'est du maïs. Vous prenez les graines, donc ils ont pris les graines, et ils ont mis ça dans une petite fiole en plastique entre 2 bobines dans le champ magnétique. Voilà, donc ce serait comme si vous mettez, on va dire, oh là là, j'ai les graines qui vont un peu partout là. Voilà, j'ai pris là quelques graines, et imaginons que vous avez là l'aimant, et vous mettez là les graines dessus, voilà, pendant 1 heure. Après, vous pouvez faire un test aussi en les orientant, si vous voulez. Après, vous pouvez faire des tests dans tous les sens, comme vous voulez, changer un paramètre ou deux, ou voilà, ou l'humidité. L'humidité des graines, vous voyez, peut avoir une influence, parce que si on fait un traitement pendant 1 heure sur des graines humides, c'est naturellement différent que pendant 1 heure sur des graines secs, par exemple. Donc là, ils ont fait le test sur des graines secs. Donc, très important à savoir, parce que, par exemple, dans l'agriculture, c'est bien plus difficile de traiter ces semences humides
parce qu'il y a des techniques comme ça, hein, mais c'est bien plus difficile. Ça demande une infrastructure beaucoup plus compliquée. Les graines collent alors l'un à l'autre, etc. Ils commencent déjà à germer et vous ne pouvez pas alors traiter comme ça des tonnes et des tonnes de graines humides, que ça colle ensemble et après aller les semer parce qu'il faut des machines adaptées où les graines ne collent pas dedans, hein, où il ne reste pas accumulés ou qui ne bougent pas les tuyaux et tout ça. Hein, donc, du coup, c'est bien plus facile de traiter des graines secs et après de les transporter au champ pour les semer que de traiter des graines humides dans la pratique. Hein. Donc, quand on fait des tests sur des graines humides en laboratoire, c'est bien beau pour la recherche fondamentale, mais pour la recherche, pour trouver une application pour l'agriculture, ben, ça n'a très peu d'utilité parce que ce n'est pas faisable, hein, ou c'est difficilement faisable, ou ça demande des coûts et des installations beaucoup plus compliquées. Donc, il faut toujours aussi penser quand on fait de la recherche que ce soit transposable après dans la pratique, hein, à plus grande échelle. Parce que sinon, moi, je trouve que c'est inutile, que c'est de l'argent gaspillé. Hein, parce que quand vous avez une équipe de chercheurs qui travaillent pendant des mois à 2, 3, 4, 5 000 euros par mois de frais et de salaire et tout, il faut quand même que ce qu'on fait soit un peu utile pour le bien commun, hein, parce que sinon c'est que de l'argent gaspillé par la fenêtre. Hein, je vous invite tous amis chercheurs dans les institutions à réfléchir à votre travail et à faire des recherches qui sont utiles pour le bien commun et à arrêter toutes les autres conneries, hein, parce que ça commence à bien faire. Hein. La France est super endettée et c'est aussi à cause de ce genre de conneries que plein de gens font du travail inutile. Voilà. Il faut arrêter, il faut faire quelque chose qui a du sens dans la vie pour le bien commun. Sinon, vous faites quelque chose d'inutile. Alors, ça finit en dépression et dans les pires des cas, ça finit en suicide. Voilà, hein, je dis mon avis. Bon, vous me connaissez, hein, c'est mes coups de gueule habituels. Donc, là, ils utilisent donc un petit appareil là là, ils expliquent dans ce passage de l'article quels moyens techniques ils utilisent pour faire ce champ magnétique. Alors, voilà, les instruments en détail, etc. Tout ça, ça doit normalement donc être bien décrit dans les articles scientifiques pour que n'importe quel autre scientifique puisse reproduire exactement la même expérience ou le plus proche possible, hein, pour voir si l'expérience peut être répétée naturellement. Hein. Voilà. Donc là, ils ont exposé les semences à une température de 25 degrés. Mais là, vous voyez, plus ou moins 5 degrés. C'est une grande différence. Si on est à 30 degrés ou à 20 degrés, ça peut être aussi une grande différence. Hein. Mais voilà, hein, c'est ce qui a marqué. Donc, on n'a pas plus de précision. Donc, mais voilà, c'est intéressant. Et alors, pour faire le test sur la germination, ils ont mis les graines entre deux feuilles de papier, à environ 25 degrés, en position upright position, donc en position droite. Hein, donc, garde à vous. Ils ont dit aux graines, mettez-vous en garde à vous. Donc voilà, ils les ont positionnés dans une certaine direction, tous droits, ils appellent ça, mais voilà. Vous voyez, ça prête à confusion. Qu'est-ce qu'on peut considérer à une graine de maïs? Quelle est la position droite? Est-ce que c'est quand le germe est vers le haut et vers le bas? Elle est côté. Hein? Voilà, donc vous voyez, s'il n'y a pas de photo, là, ça prête à confusion. Si un scientifique veut répéter l'expérience, ben, il peut se tromper ou il peut faire un peu différemment. Et après, ils ont fait 4 répétitions, N4, hein, donc ça c'est aussi intéressant dans la science.
ben, on fait toujours des répétitions. Hein, et il faut que dans l'étude statistique, après, l'effet est à chaque fois le même dans les 4 répétitions, hein, qu'il n'y a pas trop de déviance statistique pour que l'expérience soit conclusive, on va dire. Je ne sais pas si j'utilise les beaux mots, mais je pense que vous me comprenez. Ils peuvent aussi calculer la vigueur des semences en multipliant le taux de germination en pourcentage avec la taille donc, de la racine et de la pousse, hein, plus la pousse. Hein, donc après un certain nombre de jours, et alors ça vous donne la vigueur. Hein, donc si le taux de germination est plus grand, bah, c'est déjà qu'il y a une plus grande vigueur. Et si en plus ça pousse plus vite que la taille est plus grande, bah, il y a une grande vigueur, on va dire. Donc, ça donne une idée. Ils appellent ça un index de vigueur. Voilà, ça vous donne une idée. Donc, ils ont comparé comme ça les différents essais. Donc, on va regarder ça. Je ne vais pas tout vous lire, hein, donc ça c'est vraiment le détail des mesures. Ça, je ne vais pas vous lire, mais je vais vous montrer les graphiques. Hein, donc là, on va aller, parce que les graphiques, ça parle tout de suite. Hein. Ça c'est des recherches scientifiques, quelques exemples, mais les graphiques sont après là. Voilà. Donc là, on a un graphique sur le maïs, percentage of germination. Donc c'est là le pourcentage de germination, donc le taux de germination. Et là, en bas, on voit 0, 25, 50. Donc, ça, c'est la concentration en sel. Hein, donc, la concentration en sel de l'eau qui a servi pour humidifier, faire germer les semences entre les 2 feuilles de papier. Hein. Et donc, là, vous avez en blanc, la colonne blanche, c'est UT. C'est 100, donc c'est le groupe témoin, et MT, c'est Magnetic Treatment, hein, donc c'est UT, c'est Untreated, qui n'est pas traité, hein, Untreated, et MT, c'est Magnetic Treatment. Hein, donc là, la colonne, et on voit que la colonne des semences traitées magnétiquement, ben, ils sont tous plus grands à différents taux de salinité. Hein. Et on voit même que la différence dans le graphique du haut, tout à droite, hein, que la différence de taux de salinité ouais, attendez, à noter, je vais voir si je peux annoter là. Ah voilà, vous voyez là. Vous voyez le taux de salinité là, dans un taux de salinité de 100, hein, 100 millimoles, hein, donc le plus grand taux de salinité là, ben, la différence est encore plus grande. Donc là, le champ magnétique a eu un effet encore plus grand que quand il y avait 0 sel. Hein, donc on voit, plus grand, c'est léger, c'est à vue d'œil. Il faudrait regarder les chiffres. Hein, mais en tout cas, même à 0% de sel, il y avait une nette amélioration de taux de germination. Hein. Par exemple, là, on voit à 80% de taux de germination, et donc là, ça doit être environ 85%, je suppose, hein, si on voit sur le graphique. Hein, donc là, vous voyez, là, ça doit être à 85%. Au milieu, là, ça, c'est 90%. Donc là, on est quand même 15% de différence. Hein, donc là, 15%. Hein, j'imagine 15. Voilà. Hop. Ah, ouais, qu'est-ce qu'il veut me faire là? Je ne sais pas si... Hop. Voilà, 15% de différence environ. Hein. Ça fait une grande différence. Quand vous avez 15% plus de germination dans un champ, ça peut aussi signifier 15% plus de récoltes, parce que vous avez 15% plus de plants,
de blé, de maïs, de soja qui commencent à pousser quand vous avez semé. Hein, c'est une grande différence comparé au témoin. Hein, ça peut faire ou dans son potager. Hein, et donc là, quand on regarde en bas, ah oui, donc ça c'est sur le maïs. Hein, donc là, il y a 15% plus de plants de maïs déjà. Ça fait quand même, c'est quand même très intéressant. Et là, sur le soja, ben là, c'est un peu moins. Hein, donc, on voit que chaque plant, donc là, on va dire c'est peut-être 10%. Ouais, parce que là, je pense que ça doit être 90 là. Donc, c'est peut-être 10% de différence, mais on voit aussi qu'il y a une tendance que au plus la salinité est grande, ben, au plus la différence est un peu plus grande, mais pas beaucoup plus grande. Mais voilà. Donc, il y a vraiment une nette amélioration simplement en traitant ces semences dans un champ magnétique. Après, je dirais traiter ces semences avec un champ magnétique. Dans un jardin, on n'a pas beaucoup de semences, un petit sachet de graines, on met sur son aimant, là, hop, on a 15% plus de récolte. Allez, c'est pas du travail, ça, hein, c'est pratique. Dans un champ, ben, si on a 1 tonne de semences, on va dire vous avez 1 m3 là, de semences, un big bag de semences, ou une remorque entière de semences, une remorque entière de blé, par exemple. Ouais, comment on fait pour traiter pendant 1 heure? Il faut déjà créer une bobine à champ magnétique très grand autour, où voilà, on ne peut pas mettre les semences sur une bande roulante et passer un champ magnétique parce que ça, c'est que quelques secondes de traitement et ce n'est pas suffisant. Il faut 1 heure là. Donc, on voit que pour l'agricole, cette technique n'est pas adaptée. Mais avec une bobine, à la limite, on peut le faire. Mais on verra plus tard, hein, dans d'autres articles scientifiques, qu'il y a d'autres techniques qui permettent d'être appliquées à grande échelle en agriculture. Hein. Voilà. Mais cette expérience a quand même le mérite d'exister parce que déjà pour les jardiniers, c'est utile. Hein. Ça fait quand même une grande différence. 15% plus de récolte, c'est un peu comme si vous dites que vous allez, pour le même travail, vous allez récolter 15% de plus, ou si vous voulez récolter toujours autant, bah, vous pouvez travailler 15% moins. En gros. Hein, les inventeurs aussi, souvent, ils inventent des trucs pour travailler moins. Bah là, vous avez, voilà, vous pouvez semer 15% moins pour récolter autant. Donc, vous pouvez avoir plus de place pour autre chose ou pour la même surface de votre terrain, vous allez pouvoir récolter beaucoup plus. Et ça, c'est qu'une des techniques d'électroculture. Hein. Donc, par exemple, on va voir un autre graphique. Donc là, c'est root length. Donc ça, c'est la taille des racines. Hein. Donc, dans les premiers jours après, quand ça germe, ben, on voit aussi de nouveau sur le maïs une nette amélioration de la taille des racines. Hein. Donc, c'est en centimètres. Vous voyez, là c'est environ... on va dire 17 cm chez le témoin, et avec champ magnétique traité, on est, on va dire, à 22 cm environ. Et là, avec le sel, on est à 12 cm, et là, on va dire, allez, à 14 cm, 1 cm de différence, là. Mais là, quand même, 4 cm de différence, hein, sans le sel, hein. Hein, et là, vous voyez, après, là, c'est vraiment où le sel, le taux de salinité est déjà le plus toxique, mais on voit qu'un taux de salinité de 75 millimoles, ben, vous avez quand même aussi 4 cm de différence. Hein. Donc, ça fait quoi? Peut-être 10% de différence. Et je tiens à remarquer que 10% plus de racines, c'est beaucoup. Parce que quand vous avez la sécheresse et qu'après 9 jours, la plante, elle est là, elle est tout sec,
mais que vous arrosez le 10e jour, ben, la plante qui est tout sec après 9 jours, le 10e, il est peut-être mort. Mais celui qui est encore vivant le 10e jour, ben, il va survivre, vous voyez, et vous allez récolter quelque chose. Ça peut être aussi la différence entre récolter quelque chose et ne rien récolter du tout. Hein, parce que peut-être qu'il y a juste une pluie à temps et l'autre a pu, les semences traitées magnétiquement, ils auront pu résister beaucoup plus longtemps que les autres parce qu'ils ont plus de racines, ils ont accès à plus d'eau dans le sol et en plus, ils sont plus résistants plus longtemps et donc ils peuvent attendre la pluie un peu plus longtemps. Hein, vous voyez, avant de succomber et de mourir ou d'avoir des dégâts irréversibles. Oui. Hein, avant d'avorter, par exemple, leurs graines ou leurs fruits. Vous voyez, ça peut faire des grandes différences. Ça ne paraît pas grand-chose, mais en termes agricoles ou dans son jardin, ça peut faire des très grandes différences. Et donc là aussi, on voit shoot length, donc la longueur des pousses, c'est le deuxième graphique à droite. Ben là, on voit aussi une grande différence. Hein. Donc là, on est carrément à 25 cm, presque à 25, et là, témoin, en dessous de 20 cm. Donc là, c'est 25, ça fait 5 sur 25, un cinquième. Hein, c'est un peu plus qu'un cinquième, hein, donc presque un quart. Ouais, c'est peut-être un quart, là. C'est peut-être 20-25% de différence de croissance. Hein. Donc là, dans un champ, le maïs, il sera déjà haut comme ça, et le témoin, ben, il sera 25% plus bas. Donc ça fait beaucoup de matière végétale totale en moins, et aussi dans le sol, parce que même si vous récoltez que le maïs, que les épis, après, vous avez toute cette matière végétale qui va enrichir votre sol en compost, qui va se transformer en compost. Tout ça, avec l'électroculture, vous allez augmenter la masse végétale et la fertilité durablement. C'est un peu comme si vous aurez apporté plus de compost chaque année à votre sol. Après quelques années, je peux vous dire que ça fait une très grande différence. Et ça, je le remarque chez mes clients. Ça fait une très grande différence entre un champ avec électroculture et un champ sans électroculture. Et c'est quand même beaucoup moins de travail de laisser faire la nature et de produire de la matière végétale en plus supplémentaire tout seul que d'aller apporter des camions de compost et qu'on doit acheter ou qu'on doit faire soi-même, etc. Ou qu'on doit prendre la matière végétale ailleurs. Parce que là, c'est à échelle d'hectares, c'est des tonnes et des tonnes. Hein. Quand vous avez, par exemple, je ne sais pas moi, 50 tonnes de matière végétale et que vous allez en avoir 5 ou 10 ou 15 de plus, ça fait beaucoup. Ça fait un chargement de camion de matière végétale en plus, juste parce que vous avez magnétisé vos semences. Vous vous rendez compte? Ou magnétiser votre eau d'irrigation. Il faut voir ça aussi. Quand vous avez de l'eau d'irrigation, magnétisez-la. Ça va améliorer tout. Voilà, voilà. Le mot magnétiser n'est peut-être pas le beau mot parce que l'eau ne va pas devenir magnétique. Hein. Non, on va dire, c'est mieux de dire qu'on fait un traitement magnétique de l'eau. Et après, ça va changer les propriétés magnétiques. Mais voilà, c'est déjà plus long de le dire, mais ça, ce serait une façon de s'exprimer plus correcte. Parce que si on dit qu'on magnétise l'eau, il peut dire « Ah, mais non, l'eau ne peut pas être magnétisée, c'est pas vrai, c'est faux. » Oui, il a raison que c'est faux, parce que ce n'est pas le beau mot. Mais si on dit qu'on fait un traitement magnétique de l'eau qui change ses propriétés physico-chimiques, là, c'est vrai. Hein, vous voyez, donc le sens des mots a aussi son importance. Par exemple, une propriété qui est mesurable, c'est la fluidité de l'eau, la viscosité de l'eau diminue après un traitement magnétique de l'eau. Pas tous les traitements magnétiques, certains traitements magnétiques avec une certaine intensité, une certaine durée, une certaine
direction, tout ça, ça peut jouer. Il y a une certaine température de l'eau. Ah, il y a plein de paramètres aussi qui peuvent jouer, hein, mais c'est un autre sujet. Donc là, regardez, hein, on a vu ça, par exemple, ça c'est sous le maïs, et en bas, sur le soja, pareil, hein, regardez là, les racines, bien améliorées aussi sous le soja, et la longueur des pousses, pareil. Vous voyez aussi bien amélioré. Un peu moins, par exemple, la longueur des pousses, quand on regarde le graphique en bas à droite, avec un taux de salinité élevé, là, il n'y a presque pas de différence, vous voyez. Mais sans sel, là, il y a quand même une différence. Mais il y a moins de différence dans la longueur des pousses que dans la longueur des racines. Intéressant. Par exemple, là, dans la longueur des racines, même à taux de salinité élevé, il y a une grande différence. Vous voyez, là, le traitement magnétique, ah oui, ça c'est intéressant. Regardez, ça c'est ce qu'on remarque là. Si on tire une ligne là, ben, vous voyez que le traitement magnétique du soja, des graines de soja, par un taux de salinité élevé, donne la même croissance des racines qu'un traitement non magnétique, même par taux de salinité zéro. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si que vous aurez autant de racines là que là sans le traitement magnétique. Et que sinon, si vous ne faites pas de traitement magnétique, ben vous avez là, vous voyez là, vous avez alors peut-être presque la moitié moins de racines. Hein. Un peu moins, on va dire 30%. Là, c'est quand même une grande différence. Hein. Mais ce qui est étrange, c'est que dans la pousse, ça ne se répercute pas dans la pousse au-dessus de la terre, on va dire. Hein. Sous la terre, les racines, il y a beaucoup plus de croissance des racines, hein, beaucoup plus de pousses de racines, mais la pousse de la pousse au-dessus de la terre, ben, là, il n'y a pas beaucoup de différence. Vous voyez? Mais il y a quand même beaucoup plus de racines. Hein. Donc, voilà, on va peut-être récolter moins parce qu'il y a moins de différence, hein. Mais comme il y a plus de racines, ben, ce sera beaucoup plus résistant à la sécheresse et tout ça. Mais ça, on ne voit pas dans ce graphique. Mais comme il y a plus de racines, indirectement, normalement, la plante aura plus accès à l'eau et donc, du coup, elle sera logiquement plus résistante en général. Donc, très intéressant quand même hein, comme observation. Là, pareil, là, la vigueur, hein, donc là, l'index de vigueur qui comprend le taux de germination plus la croissance des racines plus la croissance de la pousse. Hein. Donc, c'est un peu le tout ensemble. Ben, là, on voit aussi que dans tous ces cas de figure, il y a toujours une amélioration avec le champ magnétique. Et même que là, sur le maïs, l'index de vigueur, là, dans la colonne à droite, l'index de vigueur numéro 2. Ah oui, il y avait deux formules je vous ai montré qu'une, mais la deuxième formule, elle est un tout petit peu différente, mais on voit que la première colonne est vraiment une grande différence. Hein. Mais on voit la tendance se répéter, que ce soit sur le soja, que ce soit sur le maïs, pareil, toujours le traitement magnétique donne une grande différence. Là aussi, on voit le water uptake. Donc ça, c'est l'absorption de l'eau lors de la germination. Ben, on voit que donc, les lignes pleines, c'est ceux avec champ magnétique. Hein, donc, à différentes concentrations de sel. Donc, c'est ceux des graines traitées magnétiquement. Ben, on voit qu'à chaque fois, il y a une bien meilleure absorption de l'eau, hein, une plus grande absorption de l'eau, hein, d'humidification des graines. Et comme je vous dis, le champ magnétique ah oui, intéressant. Le champ magnétique améliore les propriétés de l'eau, mais là, on n'a pas traité magnétiquement l'eau. Hein. Attention, on a traité magnétiquement les graines, pas l'eau. Si on aurait fait l'eau aussi, on aurait encore de meilleurs résultats, ça je vous le dis. Parce que la graine, elle ne reste pas magnétique. Elle va subir ce champ magnétique,
Ça va aussi changer ses propriétés physico-chimiques qui sont assez mystérieuses. On ne sait pas vraiment le process qu'il y a derrière ou comment ça agit au niveau moléculaire. Ça, il faut chercher dans la recherche fondamentale, dans d'autres articles scientifiques. Mais en tout cas, la graine va absorber plus vite l'eau. Intéressant. Intéressant. C'est peut-être que ça change quelque chose à la substance même de la graine qui fait que la graine attire ou absorbe plus facilement l'eau. Difficile qu'elle devient plus hydrophile et moins hydrophobe, peut-être. Ça, c'est des paramètres à explorer pour les scientifiques. Et donc là, vous voyez pareil sur le soja. Hein. Vous voyez, ça c'est, on voit la ligne horizontale, c'est les heures d'imbibation que les semences ont été imbibées dans l'humidité, hein, dans l'eau. Hein. Donc, et on voit qu'après 96 heures, une nette amélioration. Hein. Hein, donc, et ça, c'est le pourcentage, donc à la verticale, le pourcentage d'absorption de l'eau. Hein. Donc là, vous avez 4,5%, 5, 5, 5, 6, jusqu'à 7%. Et vous voyez, là, le témoin maximum est à 5,5%, hein, ou peut-être même, oui, attendez, je fais une vague, ouais, un peu moins de 5,5%, et que là, le traité, le maximum, il est quand même à 6,5%. Hein. Ça fait une grande différence quand même, hein, comparé à 5,5. Hein. C'est 1% en plus d'absorption de l'eau. Hein. Donc, il faut vous dire, vous avez la même quantité d'eau, donc la semence baigne dans la même quantité d'eau. Imagine, il pleut. Il y a la même quantité d'eau pour tout le monde. Mais l'un va en bénéficier beaucoup plus que l'autre. Vous voyez? Ce n'est pas juste une question, la sécheresse et les problèmes de l'eau, ce n'est pas juste une question de présence de l'eau ou pas présence de l'eau. C'est aussi une question que cette eau-là soit disponible et soit utilisée. Vous voyez? Et au plus, la plante a des racines, en plus, la même quantité d'eau est plus disponible et utilisée. Au plus, par exemple, là, par un traitement magnétique, ça permet aussi de mieux utiliser l'eau, vous voyez, avec la même quantité d'eau. Donc, ça veut aussi dire, en général, que quand il y a moins d'eau, quand vous aurez fait un traitement, imaginons, il y a la sécheresse et vous semez. Et vous craignez que ça va peut-être pas germer ou pas pousser, là, ça peut faire une grande différence, le fait de traiter les semences avec un champ magnétique, parce qu'ils vont absorber beaucoup plus l'eau, et donc du coup, ça peut faire une différence ça peut encore augmenter le taux de germination, alors, vous voyez, quand il y a un stress hydrique, donc ça peut faire une grande différence aussi dans les récoltes. C'est des choses, c'est des traitements qui souvent augmente encore l'effet quand il y a des stress, quand il y a des facteurs de stress. Hein. C'est souvent quand tout va bien, on voit moins les effets que quand on a des stress, des problèmes de sécheresse, des problèmes de température, des problèmes de mauvaise qualité de semences, à toutes sortes de problèmes, ou de salinité, là par exemple, souvent ça aura tendance à accentuer le stress, le problème, mais aussi à accentuer les effets bénéfiques d'un traitement bénéfique. Hein, donc, c'est intéressant aussi à comprendre ça. Voilà, il y a encore plein d'autres. Voilà, ça c'est sur les molécules comme l'hydrolase. L'hydrolyse. Ouais, voilà, starch, hydrolyse, c'est sur l'amidon. Taux d'amidon, à l'hydrolyse de l'amidon dans la semence, la protéine. Voilà, ils ont fait des tests pour aussi mesurer le taux de certaines protéines et enzymes, hein, et on voit à chaque fois aussi une amélioration. Donc voilà.
Voilà, voilà. Donc, on a fait un peu le tour, hein. Je pense que c'est éclairant. Ça permet de comprendre un peu mieux le côté scientifique de l'électroculture que je vais mettre en avant. Et aussi les applications possibles. Par exemple, là, quand on regarde dans d'autres recherches scientifiques, j'en ai pris juste quelques-uns au hasard. Par exemple, là, une recherche scientifique de 2012 sur du maïs. Voilà, le traitement améliore les problèmes de stress hydrique. Donc, réduit les problèmes de stress hydrique du maïs après un pré-traitement magnétique des semences de maïs. Voilà, 2012, un test en Inde. Là, ah oui, 2016, donc c'est un peu plus récent, un test, donc un traitement par un champ magnétique statique des semences améliore le métabolisme du carbone et de l'azote dans des conditions salines sur le soja. Donc, dans le magazine Bioelectromagnetics. Donc, vous voyez, ça, c'est le titre lui-même. C'est un magazine scientifique où vous avez que des recherches scientifiques sur bioélectromagnétique, sur les influences des champs électromagnétiques sur le vivant. Et après, on nous dit que il y a des gens qui osent dire qu'il n'y a pas de recherche scientifique. Il y a même des magazines entiers qui sont que sur ce sujet dans la science. Vous voyez comment on est tenu dans l'ignorance. C'est pas qu'on est tenu dans l'ignorance. Le magazine existe, vous pouvez vous abonner si vous voulez. Donc, vous n'êtes pas tenu dans l'ignorance. C'est vous qui vous tenez dans l'ignorance en ne cherchant pas et en croyant des gens qui disent n'importe quoi sur les réseaux sociaux ou qui sont des pseudo-experts, ça peut être des pseudo-experts à la télé ou dans les organisations agricoles qui disent n'importe quoi, parfois comme quoi c'est jamais prouvé, si et ça, l'électroculture. Mais qu'est-ce qu'ils disent comme bêtises? Et les gens, ils croient ça, juste parce que ça arrange, ça les déculpabilise de rien savoir. Voilà, imaginez, vous êtes bête et con, et quelqu'un vous parle d'électroculture, vous n'y connaissez rien. Et il y en a un autre, il vous dit, ben c'est de la foutaise. Vous vous sentez bien, ouf, parce que je me sentais bête et con, et là, du coup, je suis intelligent parce que c'est normal que je ne connais pas parce que ça ne marche pas. Donc, je suis content d'être bête et con. Donc, il faut arrêter. Quand vous ne connaissez pas un sujet, vous cherchez. Mais ne vous laissez pas séduire par des paroles qui confirment vos préjugés ou votre ignorance. Ça, c'est de la bêtise. Mais la bêtise humaine est sans limite. La créativité humaine aussi, soutenue par Dieu. Parce que sans Dieu, il n'y a aucune créativité. Ça, c'est mon hypothèse, c'est ce que je crois profondément. Parce que je vois que tous ceux qui me copient, qui ne croient en rien, ils n'ont aucune créativité. Il faut que copier. C'est bête, quoi. C'est comme ça. On voit ça dans tous les domaines, d'ailleurs. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que c'était intéressant. Ça va un peu plus dans le détail, parce que pour le superficiel, j'ai des anciens stagiaires qui en parlent déjà très bien du superficiel, des bases, on va dire, qu'on trouve partout. Mais là, le détail, c'est ça qui est intéressant aussi, de comprendre différentes techniques et d'aller encore plus loin dans les applications. Voilà, et ça, je trouve ça très intéressant. Ça ne va pas faire beaucoup de vues, naturellement, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est d'être vraiment, de chercher, de trouver et de vous proposer des vraies solutions.
Donc voilà, c'est un article parmi d'autres. Je continuerai comme ça. Je vous ferai régulièrement des commentaires sur différents articles scientifiques qui peuvent être intéressants dans le domaine de l'électroculture. Si vous voulez que je commente certains articles scientifiques, n'hésitez pas, mettez en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne, surtout, très important pour les moteurs de recherche. Abonnez-vous, partagez, mettez un like. Et on continue comme ça. Voilà. Merci, à tout bientôt. Au plaisir. Au revoir. Donc, n'oubliez pas, mettez un like, abonnez-vous et allez visiter mon site internet aussi et tous ces produits et mes livres, hein, naturellement. Merci beaucoup. À tout bientôt pour me soutenir, si vous voulez me soutenir, bien sûr. Hein. Merci pour les autres, vous n'êtes pas obligés, hein, naturellement. Voilà, voilà. À bientôt. Au revoir.